Jean Sol, merci de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu des Pyrénées-Orientales, membre du groupe Les Républicains et rapporteur de la proposition de loi sur le bien vieillir qui sera examinée cet après-midi au Sénat. On va évidemment en parler dans quelques instants, mais d'abord l'actualité, c'est cette colère des agriculteurs. Les blocages qui, vous l'avez vu dans le journal, se multiplient dans le pays. Plusieurs tracteurs convergent vers Paris. Est-ce que vous soutenez cette méthode ? Écoutez, moi je suis au soutien de nos agriculteurs, viticulteurs, maraîchers, arboriculteurs, éleveurs, dont on parle peu aujourd'hui. Je pense qu'il est temps de les écouter et puis surtout de mettre en place un plan d'action qui facilite leur travail. Ce sont quand même je dirais des personnes qui travaillent avec une passion, parfois jour et nuit, qui nourrissent quand même les Françaises et les Français. Nous l'avons vu pendant la crise sanitaire, où heureusement qu'ils étaient là, et ils participent aussi à la biodiversité, à l'entretien de nos paysages. Est-ce qu'ils ont raison de monter vers Paris, de vouloir bloquer les axes, de vouloir bloquer le marché de Rungis ? Vous savez, quand on n'est pas écouté, à un moment donné, on passe à l'étape supérieure, qui est celle qu'ils ont choisie aujourd'hui, sans trop de débordements a priori. Donc il ne faut pas intervenir, il faut les laisser faire ? Il faut les laisser faire. Il faut surtout répondre à leurs préoccupations, à leurs attentes, mais de manière concrète, au-delà des déclarations d'intention, ici et là. Est-ce que vous redoutez que cette crise ne dégénère, qu'il y ait une convergence des luttes, qu'il y ait des violences ? Écoutez, comme toute crise, il faut faire preuve de vigilance, effectivement. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite, en tout cas personnellement. Moi, j'appelle de mes voeux une prise de conscience, parce que cette crise, elle est sous-jacente depuis de nombreuses années. Le ministre Marc Fesneau le disait à l'instant, et des mesures, en tout cas, s'imposent, des mesures concrètes. Et je pense surtout qu'ils soient écoutés, entendus, et qu'ils puissent faire prospérer, en tout cas, leurs entreprises, nourrir leurs familles, transmettre leurs propriétés et leurs entreprises aussi. Le mouvement est parti de votre région. Est-ce que le gouvernement a trop tardé à réagir, selon vous ? En tout cas, il a mis du temps à réagir. Trop tardé, je ne sais pas, mais il a mis effectivement beaucoup de temps à réagir. Personnellement, et comme moi, bon nombre de mes collègues alertent sur ces problématiques. De nombreux courriers ont été rédigés à l'attention du ministre de l'Agriculture, du Premier ministre, de la Première ministre quand Madame Borne était à ce poste-là. Et puis les choses, en tout cas les réponses avancent doucettement. Et justement, Gabriel Attal est venu dans votre région faire ses annonces au milieu des agriculteurs. Est-ce que vous y avez été sensible ? Bien sûr. Après, j'ai envie de dire que c'est le rôle et la mission d'un ministre que de se déplacer sur le terrain et d'aller au contact. Et sur le fond de ces annonces, est-ce que les premières mesures, celles qu'il a annoncées vendredi, sont les bonnes pour vous ? Écoutez, il y a des mesures, effectivement. Il y a quand même, on peut noter quelques avancées. On ne peut pas dire que rien n'est proposé, mais à mon sens, et surtout au sens de nombreux agriculteurs, c'est-à-dire de nombreux professionnels, elles sont largement insuffisantes. Alors, il y a des nouvelles annonces qui vont être faites aujourd'hui, de nouvelles mesures qui vont être présentées. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme nouvelles mesures ? Qu'est-ce qui doit être prioritaire, selon vous ? Moi, je pense que ce qui doit être prioritaire, c'est déjà que les normes qui sont imposées à nos agriculteurs aujourd'hui, qu'elles soient pour tous et toutes pareilles. Il y a cette question de lutte contre les surtranspositions. Il y a la question aussi, certains n'ont pas encore touché la PAC. Vous imaginez, pour 2023. Il y a la question assurantielle aussi. Je suis en contact très fréquent avec les éleveurs de mon département. Alors, il leur a été préconisé de s'assurer, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, au final, par un outil de mesure de la pousse de l'herbe, en fait, un outil Airbus qui définit une jauge, on se rend compte que sur le terrain, en particulier sur un terrain à relief, elle ne correspond pas du tout à ce que vivent nos agriculteurs. Ce qui fait que, pour parler des éleveurs, beaucoup sont en train de faire de la décapitalisation. Ils vendent leurs bêtes, bien évidemment, à regret, pour pouvoir acheter des balles de foin, parce que dans notre département, la problématique, comme vous le savez, est majorée par une sécheresse inédite et un manque d'eau historique. Ouais, on va évidemment parler de la question de l'eau. Hier, la porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres, a répété à maintes reprises qu'Emmanuel Macron défendait l'agriculture à la française. Vous trouvez, vous ?
Nous n'avons pas trop ce sentiment. Ce que je peux vous dire, c'est que le Sénat défend l'agriculture à la française et l'a démontré par un certain nombre de propositions, de projets de loi, d'interventions, de courriers, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'attention de nos décideurs, de nos ministres. Sur la question européenne, parce que vous l'avez dit, évidemment, tout ne dépend pas de la France. Il y a aussi un enjeu européen. Emmanuel Macron va s'entretenir jeudi avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Est-ce que vous pensez qu'il peut peser ? En tout cas, je ne peux pas dire, je ne le perçois pas en ces termes. Moi, je pense qu'il doit peser. Je ne me pose pas la question de est-ce qu'il peut peser, il doit peser. Notamment sur les accords de libre-échange. Et notamment sur le site du Mercosur. Sur le Mercosur, etc. etc. La France est opposée à cet accord du Mercosur. Bien sûr, bien sûr. Vous pensez qu'il réussira à faire renoncer l'Union européenne ? En tout cas, nous l'appelons de nos voeux. Votre département, on va en parler, on va y aller dans quelques instants, mais il y a cette sécheresse dont on va parler. Il y a aussi la question des fruits et légumes, puisqu'il y a beaucoup de fruits et légumes qui sont produits dans votre département, qui est à côté de l'Espagne. Il y a une concurrence. Est-ce que là aussi, vous attendez des réponses du gouvernement ? La moitié des fruits et légumes consommés dans notre pays sont importés. Oui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ces importations. En tout cas, la quantité donc s'est amplifiée, mais il n'y a pas que les fruits et légumes. Il y a aussi la problématique de la viande aussi, du poulet. Donc effectivement, il faut y mettre un terme. Et notamment du poulet ukrainien qu'on a beaucoup importé pour soutenir les Ukrainiens dans la guerre. Est-ce qu'il faut diminuer ces importations ? Est-ce qu'elles mettent en danger l'agriculture française ? Mais moi, je pense qu'elles mettent en danger notre souveraineté alimentaire et l'agriculture française, bien évidemment. On va aller justement dans votre département, on va à Perpignan. On retrouve Pierre Mathis. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef du journal L'Indépendant. Pierre, on en parlait un petit peu avec Jean Sol. Évidemment, l'une des problématiques dans votre département, c'est la question de la sécheresse et donc de la ressource en eau. Et c'est au cœur des revendications des agriculteurs. Oui, parce que les agriculteurs, évidemment, vous parliez des fruits et légumes. Jean Sol parlait tout à l'heure des terrains en pente. Il pensait évidemment aux éleveurs des hauts cantons, que ce soit dans le Val-Espire, que ce soit dans le Conflent, dans le Cap-Cyr. Tous c'est des endroits qui sont aujourd'hui extrêmement touchés par la sécheresse. On est sur le 3e hiver de sécheresse, donc consécutif. Ce qui est exceptionnel, puisque on sait très bien que la ressource en eau, elle se reconstitue pendant l'hiver. Et donc, la situation est non seulement grave aujourd'hui, mais encore plus inquiétante pour l'avenir. On a publié hier matin, donc l'interview du responsable de la vallée du Tech, Alexandre Puiseneau, qui est le maire d'Écluse, et qui nous disait à quel point pour lui la situation était grave. Et aujourd'hui même, le préfet des Pyrénées-Orientales organise une réunion en préfecture autour de ce thème de l'eau. On n'est que le 30 janvier et c'est déjà l'état d'urgence, si j'ai envie de dire. Pierre, vous avez une question pour Jean Sol ? Oui, alors c'est vrai qu'une des grandes préoccupations, souvent quand il n'y a pas une seule solution pour résoudre la sécheresse, et souvent ce qu'on retrouve, c'est il faut mettre en pause l'urbanisation, parce que effectivement derrière l'urbanisation il y a tout un tas de conséquences qui sont importantes. Là aujourd'hui, ce matin encore, dans les colonnes de l'Indépendant, on évoque un projet contesté d'urbanisation au sud de Perpignan. Il y a quelques semaines de ça, les travaux pour un golf ont commencé. Enfin, rendez-vous compte qu'on fait un golf dans les Pyrénées-Orientales, le département qui est le plus touché par la sécheresse. Donc la question que j'ai envie de poser à Jean Sol, c'est est-ce qu'il ne serait pas important pour tous les politiques de ce département de créer une sorte d'électrochoc à ce niveau-là, parce qu'on sait très bien que les élus au plan local, c'est extrêmement difficile pour eux de calmer cette urbanisation, et que ça serait peut-être aujourd'hui l'une des mesures à prendre pour l'avenir. Alors tout d'abord, bonjour Monsieur Mathis. Cette pause urbanistique, elle va effectivement s'imposer à nous. Je ne suis pas convaincu que ce soit la seule piste. Moi, je fais référence, si vous voulez, au rapport, là aussi, du Sénat, auquel j'ai collaboré dans le cadre de la délégation à la prospective, qui a travaillé sur l'avenir de la gestion à horizon 2050 et qui a débouché quand même sur une dizaine de propositions, dont s'est emparé le gouvernement dans le cadre de son plan national de 50 actions,
avec en tout cas des propositions qui me semblent tout naturellement réalisables, possibles à mettre en place rapidement, parce que dans cette problématique-là, il y a des actions à très court terme. Nous sommes dans l'urgence, vous l'avez dit, Monsieur Mathis, puisque le printemps est là, l'été 2024 est là. Ça fait quand même 1 ou 2 années que nous galérons, mais il y a des actions à très court terme, des actions à moyen terme et à long terme. Donc à un moment donné, il faut effectivement se mettre autour d'une table et fixer le cap. Alors il n'y a pas de solution, magique. Déjà, si vous voulez, la charte qui a été passée entre les services préfectoraux de l'État et nos maires ont quand même porté leurs fruits, puisqu'ils ont fait une économie à peu près de 30% dans la consommation d'eau potable. En parallèle, moi je pense qu'il faut aller très très rapidement sur les réalisations de stations de réutilisation des eaux usées. Ça peut être, c'est une piste. Les retenues collinaires aussi me semble aussi être une piste. Et puis peut-être, Monsieur Mathis, va-t-il falloir se poser la question de l'arrivée de l'eau du Rhône qui s'arrête dans l'Aude et qui pourrait, je pense, alors c'est sûr que ça va coûter énormément aujourd'hui, puisqu'on a attendu tellement d'années en tout cas pour y réfléchir et le mettre en place, mais je pense qu'il faudra effectivement se poser la question, et peut-être à moyen ou long terme, s'interroger aussi sur la nécessité et la pertinence de s'orienter vers des usines de désalinisation. Quoi qu'il en soit, c'est une problématique singulière, moi je dirais historique dans notre département, qui ne pourra s'améliorer, en tout cas, qu'avec le concours de toutes les bonnes volontés. C'est-à-dire nos administrés, les élus, bien évidemment. Le but étant d'arriver quand même à ce qu'on ait non seulement de l'eau pour consommer. On a quand même été nous confrontés à cette problématique. Puis certaines communes, M. Mathis ne l'a pas dit, mais n'avaient plus d'eau potable à un moment donné. Il a fallu acheter des palettes d'eau pour servir les administrés. Et puis il y a un gros sujet sur les fuites des réseaux. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui que l'on doit pouvoir traiter assez rapidement. Il y a un plan qui est déjà engagé par le gouvernement, des mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron il y a plusieurs mois déjà là-dessus. Vous en attendez plus sur la gestion de l'eau. Marc Fesneau, sur la question des agriculteurs, parle d'un fonds hydraulique. Est-ce qu'il faut en faire plus également sur la question des bassines ? Moi, je ne parle pas de bassines à l'échelle de notre département. Moi, je parle plutôt de retenues collinaires, dont l'implantation avait été déjà étudiée par les différentes présidents de chambres d'agriculture qui se sont succédés. Mais moi, je pense qu'il y a un gros travail, en tout cas une poursuite d'un gros travail à faire sur les fuites qui sont sur les réseaux. Mais ensuite, vous allez me dire, oui, mais il faut les moyens. Donc il va falloir, là aussi, que l'État vienne aider les collectivités, les budgets des collectivités territoriales pour accélérer ce processus de réparation, de colmatage des fuites dans un premier temps, et puis mettre en œuvre les quelques propositions que je viens de faire, qui sont dans notre rapport au niveau du Sénat et qui font l'objet du plan national d'action qui a été présenté il y a quelques mois par le gouvernement. Merci Pierre, merci beaucoup. On regarde la une de l'Indépendant. Pierre Mathis, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler évidemment de cette problématique très importante dans les Pyrénées-Orientales. Merci. Un dernier mot sur cette question de la crise agricole, Jean Sol, puisqu'on était à Perpignan, qui est dirigé par le Rassemblement national. Est-ce que cette crise agricole, selon vous, elle est en train de profiter au Rassemblement national ? Non, moi je ne suis pas convaincu que cette crise agricole profite au Front national. Cette crise agricole, à mon sens, c'est la problématique de tous, et qu'il faut que chacun, en tout cas, apporte sa pierre. Moi, je ne suis pas convaincu qu'elle, en tout cas personnellement, c'est un avis personnel, qu'elle profite à qui que ce soit. Malheureusement, elle dessert nos agriculteurs, nos maraîchers, nos arboriculteurs et nos éleveurs. Alors, on va parler de l'actualité du Sénat. Et cet après-midi sera examiné un texte sur le bien vieillir, alors qu'en 2030, 1 personne sur 3 aura plus de 65 ans dans notre pays. Que contient ce texte dont vous êtes le rapporteur ? On va voir ça avec Mathias Araez. Bonjour Mathias. Bonjour Ariane, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Et Mathias, l'examen de la proposition de loi pour bâtir la société du bien vieillir débute donc aujourd'hui au Sénat.
Ouais, une loi essentielle pour l'avenir, Oriane, puisqu'entre 2020 et 2030, la population des 75-84 ans va passer de 4,1 millions à 6,1, une croissance de 49% qui, cumulée au recul de la natalité, changera le visage de notre société. Par exemple, il y aura alors plus de personnes ayant 65 ans et plus que des moins de 15 ans. Ce texte, donc, après un examen en 2 temps à l'Assemblée nationale, démarre sa deuxième vie ici au Sénat, une version largement élaguée par les sénateurs de la Commission des Affaires sociales et de la Commission des lois, puisqu'il est passé de 65 articles à 34. Les rapporteurs, dont le sénateur Jean Sol, ici présent, fait partie, avec la centriste Jocelyne Guidez, ils ont souhaité recentrer le texte sur son contenu utile, reprécisant certaines choses et allégeant au passage des mesures jugées superflues, inopérantes ou déjà satisfaites par le droit actuel. Alors Mathias, que contient précisément ce texte ? Alors premièrement, il y a un grand volet sur la promotion de la bientraitance envers les aînés. On y retrouve par exemple la consécration d'un droit de visite pour les résidents, un droit absolu, même en période de crise sanitaire, de visiter quotidiennement un malade ou un résident en fin de vie, le renforcement du contrôle des EHPAD, on rappelle le scandale du groupe Orpea début 2022, ou encore la création d'une instance territoriale sous l'égide de l'Agence régionale de santé et du président du conseil départemental pour recueillir les signalements de maltraitance envers les personnes vulnérables. Il y a également un volet sur les aides à domicile. Oui, une profession souvent malmenée, pourtant si nécessaire et qui va être amenée à le devenir de plus en plus. Il y a donc au moins une mesure symbolique, d'abord avec la création d'une carte professionnelle de l'accompagnement qui devra faciliter l'exercice des missions. Par ailleurs, la proposition de loi ouvre la possibilité aux départements volontaires de mettre en place des expérimentations relatives à un financement des services autonomie à domicile par des dotations forfaitaires, un nouveau mode de financement qui pourrait mieux rémunérer les professionnels et faciliter l'accès à leurs services par des personnes dans le besoin. Jean Sol, dans les apports du Sénat, il y a aussi la création d'un guichet unique, le service public départemental de l'autonomie, pour informer et orienter les personnes âgées face à la perte d'autonomie. Est-ce que cela pourrait être une piste, selon vous, pour mieux accompagner les gens dans le besoin ? Bon, je pense effectivement que cette arrivée dans le texte du service public départemental de l'autonomie peut jouer ce rôle, notamment quand on voit les difficultés parfois d'engager des démarches, notamment administratives et sur le plan de la coordination que vivent donc les familles de nos personnes âgées et de nos handicapés. Et les proches aidants aussi, et les personnes de confiance. Je pense effectivement que ce service public départemental de l'autonomie peut apporter, à mon avis, quelque chose, puisqu'il est quand même issu du rapport de Dominique Libaud, dont il y aurait 4 missions. Une mission d'accueil, d'information, d'accueil et d'orientation. Une mission plus centrée sur la gestion des droits. La 3e mission serait en direction, si vous voulez, de l'assistance et du soutien aux professionnels de santé. Et une 4e mission concernerait des actions d'information, de prévention, de repérage et d'aller vers. Et j'ai envie de dire, moi, à ce niveau-là, qu'il serait en tout cas utile et particulièrement intéressant d'inscrire la personne âgée ou l'handicapé sur un parcours, une sorte de continuum qui partirait à partir de l'utilisation de l'outil ICOP sur le repérage des facteurs de risque, qui permettrait de mettre en place un plan d'action qui pourrait être suivi par ce SPDA et qui inscrirait la personne âgée ou l'handicapé sur un continuum, sur un parcours, type parcours patient dans nos établissements de santé aujourd'hui, qui partirait donc à partir je le répète, de la prévention, de cette prévention des risques en matière d'autonomie en utilisant cet outil et en mettant en place un plan d'action, du virage domiciliaire qui permettrait donc à nos personnes âgées, à nos handicapés de rester à domicile le plus longtemps possible en bonne santé. Ensuite, nous pourrions préparer la transition vers les résidences autonomie, résidences seniors, béguinage. La 3e étape serait l'entrée dans un EHPAD.
Et la quatrième étape serait malheureusement l'entrée dans une unité de soins de longue durée qui est beaucoup plus médicalisée. Mathias. On le voit, ce texte est plein de bonne volonté. Pour autant, la Commission des affaires sociales résume « La proposition de loi n'entraînera pas de bouleversement des politiques de soutien à l'autonomie ». Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, voire un échec? Alors moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça a quand même le mérite d'exister. Après, je pense effectivement, personnellement, et mes collègues sont sur la même longueur d'onde, qu'elle ne répond que partiellement à cette transition démographique, voire épidémiologique. Qu'est-ce qui manque alors? Moi, je pense qu'il manque, en tout cas, alors, ce qu'il manque et ce qu'il va manquer, à mon avis, mais qui devrait se traduire dans la loi de programmation pluriannuelle qui est annoncée dans ce texte à l'article 2, c'est la question des moyens qui sont attendus par tous les acteurs que nous avons auditionnés tout au long de la préparation des délibérations donc, qui démarrent cet après-midi dans l'hémicycle. Il y a, si vous voulez, il y a un pas en direction du virage domiciliaire. Quand on sait le travail, effectivement, vous l'avez souligné, de nos aides à domicile, je pense qu'il faut aller plus loin. Ça n'est pas une carte professionnelle, à mon avis, qui va régler les problèmes. L'idée intéressante... Donc pour vous, c'est ça la priorité, c'est travailler sur le maintien à domicile des personnes âgées pour leur éviter d'aller dans les EHPAD, dans les maisons de retraite? Oui, il y a un gros travail sur le virage domiciliaire, mais il faut se donner les moyens. Mais nous savons toutes et tous, pour avoir des parents, des grands-parents, que le maintien à domicile, à un moment donné, il a des limites. Et que donc, il faut préparer nos aînés et nos handicapés à cette transition vers une résidence senior, une résidence autonomie, du béguinage, un habitat inclusif partagé. La troisième étape pourrait être donc cette entrée dans un EHPAD, c'est pas facile. Et puis, mais il y a la question des moyens financiers, on va parler de la loi dans quelques instants, mais il y a aussi la question d'un manque de personnel, de l'attractivité de ces métiers. Comment on résout cette question? Alors sur la partie aide à domicile, moi je pense qu'il y a des manques sur l'attractivité des métiers, c'est une très bonne question. Effectivement, ça n'est pas une carte professionnelle, à mon avis, qui va faire que ce métier, qui est compliqué, qui est difficile, elles nous ont démontré quand même pendant la crise sanitaire qu'elles étaient là et qu'elles répondaient aux besoins. Je pense qu'il va falloir l'assortir d'une formation, il va falloir l'assortir d'un statut, bien évidemment d'une rémunération, mais quand vous parlez de l'attractivité des métiers, j'ai envie de dire aussi qu'il va falloir se préoccuper de l'attractivité des métiers, du personnel soignant dans les EHPAD, dans les services de gériatrie. Et c'est une des raisons pour lesquelles je propose, moi, depuis de nombreuses années, la création d'une infirmière quelque peu spécialisée en gériatrie ou en géronto-psychiatrie, ou d'une infirmière en pratique avancée, grand âge, comme le préconise depuis un long moment le professeur Jandel. Alors on parle des moyens, justement, une loi de programmation financière pour cette politique pour les 5 prochaines années avait été promise par le gouvernement. C'était alors Aurore Bergé qui était ministre des Solidarités. Est-ce que vous avez toujours espoir que cette loi arrive ? Écoutez, moi non seulement j'ai l'espoir, parce que je crois qu'il faut garder le moral, mais je l'appelle et nous l'appelons de nos voeux, parce que c'est bien joli à un moment donné de faire un certain nombre de déclarations d'intention en direction de la perte d'autonomie, de l'entrée dans la dépendance, du bien vieillir en France, mais à un moment donné on ne pourra pas faire l'économie effectivement des moyens. Bon, Madame Aurore Bergé s'y était engagée, Madame Vautrin, notre nouvelle ministre, que nous avons auditionnée, s'est engagée. Donc cette loi de programmation pluriannuelle devrait arriver à la fin du premier semestre 2024, voire second semestre 2024. Et bien évidemment, nous espérons que ça va se traduire par des moyens financiers, en sachant quand même que ce n'est pas les moyens financiers qui vont tout résoudre. On n'a pas parlé, et je pense que c'est peut-être l'occasion, l'opportunité m'est donnée d'en parler, c'est le fameux taux d'encadrement pour les EHPAD en particulier, qui est aujourd'hui en deçà des besoins et de la réponse à un besoin, puisque vous savez comme moi que les résidents sont de plus en plus, en tout cas, sont porteurs de plus en plus de polypathologies, de maladies neurodégénératives. Et qui Mais justement, Jean Sol, est-ce qu'au-delà de cette loi de programmation financière, il est temps d'avoir une grande loi sur le grand âge, sur la dépendance? Elle est promise par Emmanuel Macron depuis 2017. Elle est promise, oui, depuis 7 ou 8 ans, bien sûr, bien sûr. Il est temps qu'elle arrive. Alors,
il y a quand même un certain nombre de pistes dans la loi qui nous est présentée aujourd'hui. Maintenant, il faudra qu'elle se traduise de manière Donc ça suffit ou vous dites là, il faut une loi grand âge? Bien sûr, il faut surtout des moyens financiers, même si je vous le disais il y a quelques instants, ce n'est pas les finances qui vont tout régler, il y a des questions managériales, il y a des questions organisationnelles, il y a des questions d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment, et puis surtout permettre à nos soignants, et en tout cas à ces acteurs de l'aide à domicile, de passer beaucoup plus de temps auprès des résidents et des handicapés que sur des tâches administratives. Merci Mathias. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci Jean-Sol. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette première demi-heure. On suivra évidemment l'examen de ce texte qui débute cet après-midi au Sénat.